Hello et bienvenue sur Allo Pets. Dans ce podcast, je te propose de rencontrer ensemble des professionnels du secteur animalier pour aider tous les pet parents et pet lovers à mieux comprendre les besoins des animaux. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas qu'en t'abonnant, tu permets au podcast d'être plus visible et donc d'avoir des intervenants de qualité. Alors si le format te plaît, n'hésite pas à le partager, le commenter et à t'abonner. Je te remercie et je te souhaite une bonne écoute. Adopter un animal, c'est ouvrir la porte à une nouvelle histoire, une relation unique qui transforme nos vies. Mais cette histoire a aussi une fin. Un jour, ce compagnon fidèle, qui a partagé notre quotidien, doit nous quitter. Et malgré tout l'amour et le temps passé ensemble, on n'est jamais vraiment préparé à ce moment. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles pour son bien, et parfois cette séparation survient bien plus tôt qu'on l'avait imaginé. Le lien qui se crée entre un humain et son animal est souvent incomparable, unique, et la douleur de la perte peut être immense, même si elle n'est pas toujours bien comprise par notre entourage. Alors, comment s'assurer que notre animal vive ses derniers moments dans le respect et la dignité ? Comment prendre soin de lui, même en cas de maladie ? Et quand vient ce moment difficile, est-on vraiment obligé de traverser ça seul ? Aujourd'hui, on va parler de toutes ces questions, car la fin de vie fait aussi partie de la vie. Il n'existe aucune loi spécifique concernant la fin de vie de nos animaux. Alors ce choix revient à son parent. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Yesenia Alves Leiva, vétérinaire diplômée de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, qui s'est spécialisée dans l'accompagnement de la fin de vie de nos animaux. Alors que vous soyez en train de vivre ce moment difficile ou simplement curieux d'en savoir plus, on va tenter de répondre à toutes ces questions. Bonjour Yesenia et bienvenue sur Allopet Podcast. Bonjour Romane, je suis ravie d'être là. Merci d'avoir répondu présente pour venir sur ce podcast. Alors comme j'ai l'habitude de le faire, je laisse mes invités se présenter de la manière qu'ils le souhaitent. Donc tu peux présenter ton parcours, te présenter toi et aussi peut-être amener sur ta spécialisation sur l'accompagnement de fin de vie. Je te laisse te présenter comme tu le souhaites. Alors c'est toujours une question un peu difficile de se présenter et j'aime bien le faire non pas en me présentant derrière mon métier mais derrière l'humaine que je suis. Donc je vais te dire que je suis une femme passionnée de la vie. J'aime beaucoup de choses, j'aime faire beaucoup de choses. Et je suis d'ailleurs convaincue que je vais mourir en étant frustrée de ne pas avoir fait tout ce que je souhaite faire dans ma vie. Je suis une grande voyageuse aussi. J'ai été très souvent à la découverte d'autres pays, d'autres cultures, d'autres manières de penser, d'autres manières de voir la vie, d'autres philosophies de vie et des philosophies de mort aussi. Et ça m'a beaucoup apporté déjà humainement, personnellement, mais aussi professionnellement. Je suis vétérinaire depuis 2011. Et j'ai travaillé pendant 10 ans à peu près en clinique. J'ai été généraliste, mais aussi beaucoup urgentiste. Et puis j'ai été également vétérinaire à domicile en tant que généraliste et urgentiste. J'ai eu une chienne qui m'a accompagnée. Je l'ai adoptée la première année de mon entrée en école vétérinaire. Elle m'a suivie comme ça tout au long de mes études et les premières années de ma carrière. Et en 2014, donc ça faisait 2-3 ans que j'étais diplômée, on lui a diagnostiqué un ostéosarcome. C'est-à-dire que c'est une tumeur de l'os au niveau du tibia. Okay. Et là, ça a été la terrible annonce pour moi parce que en tant que véto, je savais pertinemment ce que ça voulait dire et ça voulait dire très clairement ma chienne va mourir bientôt. Okay. Voilà. Donc ça a été extrêmement difficile pour moi, mais je me disais que ma chienne serait le cas exceptionnel, le cas d'école qui ferait que non, elle s'en est sortie, la chienne d'une véto qui s'en est sortie. Voilà, j'y croyais, j'y croyais. Et puis au bout de 3 mois à peu près, donc je l'ai fait amputer, j'ai fait des séances de chimiothérapie. Au bout de 3 mois, elle a commencé à tousser. Et donc là, j'ai compris que
Elle avait des métastases pulmonaires et 1 semaine après, elle a plus réussi à se lever. Voilà. Et là, j'ai compris que c'était la fin et c'était la limite que je m'étais imposée pour songer à une fin de vie, à une euthanasie. Donc j'ai appelé ma famille qui est venue et on a euthanasié ma chienne donc chez moi, dans mon jardin. Il faisait beau, c'était grand soleil, c'était super, un temps super. Et ma chienne est morte en remuant la queue avec nous tous autour d'elle. Et ça a été un moment évidemment très très douloureux, mais avec la prise de recul, je me suis dit que c'était un très beau moment. Voilà. Et j'ai compris à ce moment-là que c'était vraiment ce que je voulais offrir moi à mon tour à toutes les personnes qui vivraient la fin de vie d'un animal. Voilà. Ok. J'étais toujours j'adorais en fait les consultations de fin de vie en clinique, j'adorais ça, être connectée aux gens, à l'animal, et puis je me disais que qu'il manquait quelque chose en fait, que c'était pas suffisant pour apaiser la souffrance des personnes, la souffrance de l'animal, et que il fallait pouvoir apporter quelque chose de plus. Donc là, ça a été le début de mon cheminement, l'euthanasie de ma chienne. Et puis après, je me suis dit, bah ok, l'euthanasie à domicile. Maintenant, je pense qu'il faut aussi un accompagnement en amont de l'euthanasie pour Mhm. prendre en charge l'animal, prendre en charge les personnes, et puis qu'elles arrivent justement au moment de l'euthanasie à cette prise de décision en étant en paix avec celle-ci et en ayant préparé les choses pour que ça se passe aussi joliment, si je puis dire, que ce que Ok. j'ai vécu moi. Voilà. Bah ouais. Et ça, c'est pas quelque chose que vous apprenez à l'école vétérinaire, l'accompagnement de la fin de vie non. Non, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Non. Non, non, Ok. on apprend à l'école Veto, on apprend l'acte technique de l'euthanasie, donc on sait faire ça, on sait bien le faire, mais tout ce qui est accompagnement, soins palliatifs, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas en fait. Et on n'apprend pas non plus à se gérer soi pendant Ouais. cet accompagnement, enfin si on fait cet accompagnement et pendant les euthanasies, parce que c'est un acte qui est aussi difficile pour nous. Mm. Bah Côtoyer oui. la mort Mm. sans y être préparé, c'est un peu ce qui se passe. Hein. Donc, on apprend Ouais. chacun dans notre salle de consultation, un peu tout seul, en étant l'humain qu'on est, avec ses particularités, sa sensibilité. Alors moi, pour me qualifier, je suis quelqu'un de très très sensible, hautement sensible, et j'ai beaucoup d'empathie. J'ai cru très longtemps, on m'a surtout fait croire que c'était des défauts dans la vie, alors qu'en fait, ce sont mes plus grandes forces aujourd'hui, et notamment au travers de mon métier. Et c'est ce qui m'aide justement à pouvoir prendre le temps et à avoir cette envie vraiment importante d'accompagner les personnes. Et donc ça s'apprend comment? Comment on apprend à accompagner la fin de vie d'un animal? Est-ce qu'il y a des centres de formation? Est-ce qu'on apprend tout seul? Comment ça se passe? Alors moi, j'ai eu cette idée, donc tu vois, c'était en 2014, il y avait rien. Hein, en France, absolument rien. On parlait pas de fin de vie animale, il y avait absolument rien. Donc moi, je me suis formée en faisant des lectures sur la mort, en faisant beaucoup de lectures sur ce qui se passe en humaine, donc sur l'euthanasie humaine, sur les soins palliatifs, sur la prise en charge. Et puis, je suis allée me faire aussi des formations en distanciel aux États-Unis et au Canada parce Ok. qu'ils sont plus avancés sur le sujet. Eux, ça fait déjà, voilà, Mm. disons qu'ils ont à peu près 10-15 ans d'avance sur nous sur le sujet de la fin de vie et du deuil animalier, en fait. Nous, on est D'accord. vachement en retard. Ok. Et Bon, ils sont avancés là-dessus, mais et pas que là-dessus, hein, finalement, hein, sur pas mal de métiers aussi qui sont à peine en train d'émerger chez nous. absolument. Tout ça, ça m'a amené à créer Vet Eden, donc qui est un service qui est dédié à la fin de vie. Je l'ai créé en 2021, donc c'était le tout premier service qui existait. Donc j'ai vraiment réfléchi, pensé à quelque chose de tout nouveau, d'innovant, d'unique. Et je me disais, bah voilà, avec tout ce que je sais, tout mon développement personnel, toute ma manière, ma façon d'être, moi en tant qu'humaine, et mon envie très très profonde d'aider les autres, donc à la fois les humains et à la fois l'animal, j'ai créé voilà tout un accompagnement qui commence
à partir du moment où l'animal a eu un diagnostic d'une maladie incurable, ou bien à partir du moment où l'animal est très âgé. Et donc j'accompagne comme ça jusqu'à la mort, qui est dans la très grande majorité des cas via une euthanasie que je pratique donc à domicile de manière douce et respectueuse. Et je poursuis cet accompagnement après la mort. Donc dans cette structure VetEden, tu es toute seule ou il y a d'autres vétérinaires qui sont à tes côtés? Non, je suis toute seule. Donc si on appelle VetEden, ce sera toi. Ouais, voilà, c'est moi. Ok. C'est ce type de service de fin de vie à domicile, donc d'euthanasie à domicile, ça existe aux États-Unis. Je me suis inspirée un peu de ça, mais donc inspirée seulement parce qu'on est en France et que c'est pas du tout la même population, c'est pas la même ouverture d'esprit. Voilà, ils sont bien en avance. Nous, on parlait pas de ça hein, quand j'ai ouvert VetEden, donc ça a été du coup aussi difficile de frayer le chemin. Mais voilà, l'idée c'était de s'inspirer un petit peu de ce qui se passait en songeant à la population française avec toute sa pudeur aussi, et puis le tabou de la mort en fait, de la fin de vie et de la mort, qui est très présent ici. Complètement. Tu parlais des soins palliatifs. Alors, on entend beaucoup les soins palliatifs, curatifs, etc. Est-ce que tu peux les définir et à quel moment ils s'appliquent? Parce que bon, on n'a pas tous le langage, donc peut-être que les personnes qui écoutent le podcast ne savent pas en quoi ça consiste, ces soins. Alors, les soins curatifs, ça consiste à prendre en charge une maladie ou une pathologie pour la guérir. Donc ça veut dire qu'on enraye cette pathologie ou cette maladie. Par exemple, il y a une fracture d'un os, et ben on va aller faire une chirurgie pour remettre en place les os, et donc là on va guérir l'animal. Ou bien un animal qui a une gastro-entérite, par exemple, on va mettre en place un traitement qui va guérir l'animal. Les soins palliatifs, quant à eux, on les met en place lorsqu'on a une maladie qui est incurable ou une maladie qui est évolutive, qui évolue jusqu'à la mort. Et donc l'objectif n'est pas de guérir l'animal, mais de le soigner, d'une part. Donc c'est la différence entre guérir et soigner. Ok. Et l'objectif est de soulager l'animal, soulager les symptômes qui sont liés à cette maladie, à cette pathologie, soulager donc la douleur si elle est présente, prendre en charge l'animal dans sa globalité autour de ces pathologies-là, prendre en charge voilà, par l'alimentation, par l'environnement, et puis surtout au travers de son bien-être. Donc l'important, c'est vraiment que l'animal garde un confort de vie satisfaisant et que sa qualité de vie soit satisfaisante. Je rajouterais également la notion de soins de fin de vie qui est inclus dans les soins palliatifs. Donc en anglais, ça se dit hospice care. Ça n'existe pas, enfin l'équivalent n'existe pas en France. Si on traduisait littéralement, ça donnerait soins d'hospice. Mais en fait, ce sont réellement des soins de fin de vie qu'on prodigue à la toute fin, en fait, c'est-à-dire quand l'animal va imminemment mourir dans les derniers instants. Et à ce moment-là, on prend vraiment en charge à la fois l'animal, pour qu'il soit le moins douloureux, le moins dans la souffrance, mais également les propriétaires autour, la famille, pour les aider à apprivoiser la mort, les aider à affronter l'euthanasie qui a souvent lieu, ou en tout cas la mort, et commencer à les aider dans leur deuil. Donc c'est vraiment une prise en charge physique, psychologique, émotionnelle, qui est très très forte, qui est vraiment globale. Alors dans les soins palliatifs aussi, hein, je ne l'ai peut-être pas dit, mais l'idée c'est aussi d'accompagner les propriétaires dans ce moment-là de vie, dans ces moments qui peuvent être plus ou moins longs. On peut être sur des soins palliatifs pendant des mois en fait, hein, pour Ok. les aider à aider leur animal, à apprivoiser la maladie, à savoir comment ils peuvent se sentir utiles pour leur animal, parce que c'est des moments où ils se sentent parfois inutiles justement. Et démunis, ils savent pas quoi faire, comment soulager, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner tout ça. Et est-ce que tu as souvent été confronté, entre guillemets, dans ces étapes-là, à de l'acharnement thérapeutique où vraiment on n'a pas envie?
d'arriver à ce moment-là, parce qu'on sait que ça va être très dur. Donc, on va vraiment tout faire et faire encore pour essayer d'éloigner ce moment qui fait peur. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans ce déni-là? Et c'est normal, c'est humain, on n'a pas envie d'être confronté à ce moment. Mais cet acharnement thérapeutique, est-ce qu'il est... Enfin, sur quoi il faut faire attention pour pas tomber là-dedans et éviter justement de trop en faire et d'en faire souffrir l'animal finalement? Alors non, ça arrive pas souvent, Ok. mais ça arrive, bien sûr. Alors, justement, quand il y a un accompagnement, donc c'est mon cas, puisque moi j'accompagne les personnes, on arrive quasiment jamais à de l'acharnement thérapeutique, puisque les personnes, voilà, on sait quand s'arrêter. Donc, on franchit pas réellement cette étape. Par contre, bon, j'en ai vu quand même. Alors déjà, l'acharnement thérapeutique, c'est quoi? C'est quand on prodigue des soins ou un traitement qui sont soit inutiles ou complètement démesurés par rapport à la pathologie de l'animal. C'est-à-dire que l'animal est malade, on sait qu'on ne va pas le guérir, qu'il n'y a plus rien à faire, et pour autant, eh ben, on continue les traitements, on continue dans l'espoir peut-être infime, mais peut-être de qui s'en sorte ou de rallonger sa vie. Voilà. Par exemple, pour illustrer, si on a un chien qui a un cancer en stade terminal, c'est-à-dire qu'il est déjà très très mal, très douloureux, en souffrance, très amaigri, et que on va entamer une chimiothérapie, voilà, qui peut être Mhm. palliative d'ailleurs. Donc là, on se dit mais laissons-le tranquille, ce pauvre petit chien. Ça y est, il est arrivé au bout de sa maladie. La chimiothérapie va servir à quoi? À rien, à rien. Si ce n'est lui inculquer encore plus de souffrance. Voilà. Ouais. Donc la limite, elle peut parfois être difficile pour certaines personnes. Ça, c'est une question qui revient souvent pour ne pas la dépasser. Mais voilà, moi, quand j'en ai vu, c'est quand l'animal, très clairement, il ne fait rien d'autre que pouvoir manger à la seringue ou à la main, pouvoir faire ses selles et ses urines parce qu'on l'aide à le faire, et puis boire et respirer, quoi. Donc, ses besoins primaires sont pris en charge, mais l'animal est clairement en souffrance. Il ne fait plus rien d'autre que de respirer, dormir, manger, et parce qu'on l'aide. C'est-à-dire que là, si l'animal il est en vie, c'est parce qu'on l'aide, c'est parce qu'on le maintient en vie. Et ça, c'est aussi une définition de l'acharnement thérapeutique, c'est prodiguer des soins dans l'unique but de maintenir en vie. Or, la vie, c'est pas juste être couché, et puis respirer, et puis manger, et puis faire ses besoins, quoi. La vie, c'est du plaisir. Donc, quand il n'y a plus du tout de plaisir, c'est là qu'on dépasse la ligne. Ouais, et c'est important du coup que tu dis ça parce que la notion de plaisir, en fait, elle a toute sa place et son importance dans cette étape. Et si on n'en a pas conscience, on peut très vite du coup franchir cette limite. Et c'est humain, je pense, finalement, de vouloir rallonger la vie le plus longtemps possible de son compagnon. Donc, qui peut nous dire là, stop, là c'est le moment, là c'est trop, ou on atteint la limite ça ne sert à rien de trop en faire, puisque finalement, ce que tu fais ne sert plus à rien. Qui est la personne qui va nous dire ça? Le vétérinaire, déjà, qui est l'expert de la santé et qui a suivi l'animal, ou alors moi j'ai pas forcément suivi l'animal, mais c'est quelque chose que je peux dire quand on fait appel à mes services. Donc c'est là, c'est de le dire, mais alors il faut le dire, mais avec des mots et tout en douceur, parce qu'en fait, les personnes qui ont atteint cette limite, qui ont dépassé la limite de l'acharnement thérapeutique, ne s'en rendent pas compte. Et c'est pas parce qu'elles veulent faire du mal à leur animal. C'est pas, on dit que c'est égoïste, mais c'est juste que ce sont des personnes qui sont en grande souffrance de voir leur animal dans cet état, qui sont complètement perdus, qui ont aussi, ça c'est ce que j'ai constaté, eux, des blessures ou des traumatismes liés à la maladie, à la mort ou à d'autres choses,
Et donc, ils s'en rendent pas compte, ils pensent très bien faire. Donc, si je leur balance comme ça, non mais là, c'est arrêtons tout, là, vous êtes dans l'acharnement thérapeutique, mais alors là, je leur donne une grosse claque, quoi. C'est hyper violent pour eux. Mm. Donc, c'est là aussi la difficulté de pouvoir leur dire, leur faire prendre conscience en fait de l'état de leur animal et que là, il se passe plus rien, il y a plus de plaisir, il y a plus rien, il y a juste respirer, c'est pas une vie de juste respirer en fait. Moi des fois je suis rentrée chez des personnes, euh, je rentre, on me présente l'animal qui est couché, je regarde pendant 10 secondes, j'ai l'impression qu'il est mort, mais non, il respire. Et là, waouh, d'accord. Et les gens sont, pour eux, ils se rendent pas compte, quoi. Que moi, on a l'impression que l'animal est mort, mais pour eux, non, il est encore en vie. Il est là, il est encore en vie, et il se raccroche à ça. Il se raccroche à la petite lueur, au petit regard qui dure 3 secondes dans 24 heures, mais c'est 3 secondes de oh, mon chien, mon chat, je l'aime, il est là, il est encore présent, alors qu'en fait, il est plus là, il est en train de mourir très clairement. Mais il se raccroche comme ça à ces lueurs d'espoir, c'est clairement ça, ce sont des lueurs Mm. d'espoir, et c'est ça qui les empêche de prendre la décision. Donc pour moi, il faut être accompagné, il faut avoir du soutien pour passer cette étape-là, donc être accompagné par des professionnels, par des proches aussi, mais dans la bienveillance, vraiment dans la bienveillance, en se disant que la personne, en fait, c'est pas mal ce qu'elle fait, c'est au-dessus de ses forces, en fait, c'est hyper douloureux ce qu'elle est en train de vivre, c'est comme si son cerveau était déconnecté. Il y a une déconnexion, c'est le déni en fait. Le déni psychologique, c'est que la réalité est tellement douloureuse Mm. qu'ils sont déconnectés de la réalité, ils se rendent pas compte. Donc la prise de conscience, elle doit quand même elle doit se faire en douceur et progressif, parce que le risque après, c'est que d'y aller violemment, c'est qu'on les braque et puis du coup ils nous écoutent plus en fait. Et c'est dur de prendre ce recul sur la situation qu'on vit au quotidien. Il y a que, enfin, je pense qu'il n'y a seulement que des personnes extérieures qui peuvent voir cet acharnement thérapeutique. Quand on aime éperdument son animal, c'est dur de voir que c'est le moment où que voilà, on en a trop fait et que finalement, au détriment de, de sa vie, de sa joie, donc c'est sûr qu'il faut faire appel à ces personnes extérieures et comme tu dis aussi bien les choisir. Ça, c'est encore un autre Mmh. sujet. Ouais. Je pense que c'est pareil, on a aussi l'habitude donc on a tous généralement un vétérinaire attitré pour son loulou, mais il faut aussi avoir du lien, je pense, avec son vétérinaire dans ce genre de situation. Mmh. Parce que tout vétérinaire n'a pas forcément ce tact, ce recul, et d'où l'importance de se faire accompagner sur la fin de vie de son animal. Est-ce que tu as des petits conseils là-dessus quand on est aussi dans cette étape de j'essaie plein de choses et j'arrive pas à savoir si là c'est un peu de l'acharnement ou pas. Est-ce que tu as des petits tips pour comprendre si, ok, là on est... Enfin, pour prendre du recul en fait, tout simplement. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est regarder des photos ou des vidéos de son animal. En général, quand on l'aime profondément, on en a plein sur son téléphone, et d'en prendre quand il était encore en bonne santé. Pas forcément tout jeune, hein, mais voilà, 2 ans auparavant, et de voir la différence. Parfois là, ça peut être hyper marquant de se rendre compte, tu vois, de waouh, là il avait le poil soyeux, il avait un regard pétillant, il était debout dans une belle posture, voilà. Et puis là, on regarde à côté notre animal aujourd'hui qui est donc, quand on dépasse l'acharnement thérapeutique, il est très mal, il est triste en permanence, il bouge pas, il y a plus d'interaction. Voilà, ça c'est quand même un bon conseil, ça. Alors après, si on a dans notre entourage des proches bienveillants, c'est extrêmement important, des proches bienveillants. Eux aussi peuvent nous faire prendre conscience, puisque ces proches-là ne voient pas l'animal tous les jours, donc ils se rendent plus compte de l'évolution. Alors que nous, quand on est dedans, on est en train d'accompagner son animal tous les jours, même nuit et jour, hein. Enfin, c'est pas rare. Il y en a qui vont se reconnaître, des personnes qui dorment avec leur animal. Quand il était en fin de vie, il y en a qui s'installent des dortoirs dans le salon, et souvent, hein, avec des matelas pour être à côté de son chien, de son chat, pour voilà, être là au cas où s'il meurt, et puis juste répondre à ses besoins.
Donc on est en permanence avec son animal. Donc comment en prendre ce recul-là? On voit pas l'évolution en fait, on a du mal à Mmh. voir l'évolution. Un proche qui voit qui a vu cet animal peut-être 2 semaines auparavant ou un mois auparavant va plus réaliser, il va voir cette Mmh. différence-là, donc de les écouter. Et après, bah oui, de voir avec votre vétérinaire. Et tu le dis bien un peu, hein, c'est qu'il faut avoir confiance en son vétérinaire. Et à partir du moment où on n'a pas confiance en lui, il faut changer. Voilà. J'ai été veto, généraliste. Moi, clairement, si quelqu'un n'a pas confiance en moi, mais ne venez pas me voir. C'est pas moi qui peut être le vétérinaire de votre animal. C'est pas grave, je le prends pas mal, pas de souci. Allez voir quelqu'un d'autre. Mais il faut avoir confiance. Et donc, quand on a confiance, que ben on a quelqu'un voilà en face de nous d'humain qui prend des gants pour nous dire les choses, et ben c'est de pouvoir l'écouter en fait, de vraiment l'écouter et de suivre ses conseils. Ça va aussi un peu avec, le choix de la fin de vie où, on peut choisir de ne pas euthanasier son animal et on peut faire ce choix-là aussi. À quoi on doit s'attendre en fonction de cette décision? Alors exactement, l'euthanasie n'est jamais une obligation, jamais. C'est un choix, c'est une possibilité, c'est une option possible pour arrêter les souffrances d'un animal. Voilà. Donc il faut jamais se sentir contraint d'euthanasier et jamais se sentir obligé. Et c'est ça qui amène, ça c'est quelque chose que j'ai très souvent en retour, des personnes qui, lorsque l'animal est en fin de vie, ne vont plus chez leur vétérinaire parce qu'ils ont peur que leur vétérinaire leur dise il faut euthanasier votre animal. Et donc pour ne pas affronter cette peur-là, ils n'y vont pas. Et ça fait quoi? Ça fait des animaux qui en fin de vie ne sont plus médicalisés en fait. Et donc les personnes voilà sont un peu dans le déni peut-être, et puis l'animal n'est pas médicalisé, sauf qu'il continue de se dégrader de jour en jour, jusqu'au moment où la souffrance elle est parfaitement visible, et là c'est l'euthanasie en urgence, vite vite vite, faut que je trouve un veto qui euthanasie mon animal. Et là c'est un peu le scénario pour moi un peu catastrophe qui devrait pas arriver, ça devrait pas arriver ça. euh, quand il y a un accompagnement en amont, c'est exactement ce qu'on évite, l'euthanasie en urgence. Donc l'euthanasie, elle sert à arrêter des souffrances qui ne peuvent plus être enrayées d'aucune autre manière que par la mort. Donc c'est quand on arrive à un stade avancé de la maladie ou de la vieillesse euh, où on n'a plus rien pour arrêter la souffrance, il y a la mort. Voilà. Alors, l'euthanasie, elle peut avoir lieu avant de se dire que l'animal arrive dans des souffrances épouvantables. Quand on sait qu'on comprend la maladie et qu'on sait qu'elle va mener à la mort et quel est le cheminement qu'elle va suivre et donc les étapes qu'on va passer, c'est pour ça que c'est important de comprendre tout ce qui va se passer. On peut décider de l'euthanasie à un moment donné avant que les souffrances soient trop importantes en fait. Donc c'est là il y a tout un cheminement et c'est tout le principe de mon accompagnement justement de choisir un bon moment pour procéder à l'euthanasie. Voilà. Alors l'euthanasie, ce qu'elle permet, c'est une mort douce, une mort paisible, une mort sans souffrance. Donc on est sûr de la qualité de la mort, que ça va bien se passer. Voilà. La mort naturelle, quant à elle, on n'a pas cette certitude. On ne sait pas quand elle va intervenir, alors que l'euthanasie on sait, et on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas si l'animal va souffrir. Alors souvent, on a quand même une idée parce qu'on sait les maladies qui provoquent des douleurs et de la souffrance. Donc, on les connaît. Donc, on sait que mourir des suites d'un cancer, par exemple, ça va pas être ça va pas être une mort paisible. Hein. Voilà. Donc, on idéalise un peu la mort naturelle en se disant que bon bah voilà on laisse faire la nature, de toute façon on est fait pour mourir donc euh, voilà, ça va bien se passer, l'animal va pas forcément souffrir, il va être paisible, voilà. Bon, sauf que malheureusement, c'est très très rarement le cas. D'ailleurs, si on a des proches humains, j'entends, qu'on a accompagnés en fin de vie, je pense qu'il y en a plusieurs personnes qui l'ont fait,
bah souvent c'était quand même pas dans dans la joie et la bonne humeur et voilà, il y avait beaucoup de souffrance et de douleur associées juste avant la mort. Donc c'est pareil pour l'animal en fait. Alors il y a des décès qui se passent naturellement et rapidement et a priori de manière paisible. Il y en a bien sûr, mais c'est vraiment rare. Et alors le décès dans le panier, dans le sommeil, ça aussi c'est idéalisé, ça arrive quasiment jamais, ça arrive quasiment jamais. Et même quand ça arrive, on aurait tendance à se dire je préfère que mon animal meure tout seul et comme ça j'ai pas à prendre la décision. Mais en fait, quand ça arrive, parce que j'accompagne aussi des personnes après le décès, hein, quand l'animal est décédé brutalement, bah ces personnes-là, elles sont pas paisibles pour autant, hein, parce que Ok. dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elles se disent? J'étais pas là, je sais pas comment mon animal est mort, je l'ai retrouvé le matin, je sais pas s'il a souffert, j'ai pas Mhm. pu lui faire une dernière caresse, voilà, je sais pas ce qui s'est passé, j'aurais pu l'éviter, et puis voilà. Donc en fait, c'est pas mieux, c'est vraiment pas mieux par Ouais. expérience. Mm, On me dit aussi souvent, par exemple, que voilà, dans la nature, les animaux meurent seuls, et puis on n'intervient pas, on fait pas d'euthanasie. Voilà, il faut laisser faire la nature. Ok, ok. Sauf que dans la nature, ce qui se passe, c'est pas du tout ce qui se passe dans un foyer. Dans notre société occidentale, hein, j'entends bien sûr. Dans notre foyer, notre animal, il est choyé, il est au chaud, il est nourri comme il l'entend, il est bougé dès qu'il a mal, il a des médicaments, bref, il a tout ce qu'il faut pour se sentir le mieux possible, le plus confortablement possible, et finalement, pour ralentir la mort. Parce que dans la nature, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand un animal est malade, il n'arrive pas à la phase terminale de sa maladie, puisque avant ça, au moment où il commence à s'affaiblir, il devient une proie et il est tué par un prédateur. Ou alors, il se cache, il s'isole, et en fait, il meurt très rapidement de douleur, mm. mais il meurt vite en fait. Il meurt vite. Ok. Nous, chez nous, nos animaux ne meurent pas vite. Donc, l'agonie finalement, hein, elle peut durer longtemps. Elle peut durer plusieurs jours où on voit son animal dépérir. Donc c'est un vrai choix. Donc il faut aussi prendre conscience quand on choisit une mort naturelle pour son animal que ça va être aussi beaucoup de difficultés et que voilà, mais c'est un choix et tout choix se Ouais. respecte. Après, voilà, il faut aussi savoir à quoi s'attendre si on fait ces différents choix. Et qui peut pratiquer l'euthanasie à part un vétérinaire? C'est exclusivement le vétérinaire ou d'autres personnes peuvent le faire? Alors, c'est exclusivement le vétérinaire qui peut pratiquer une euthanasie. Personne d'autre peut le faire. Ok, Sinon, c'est un délit. Voilà, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et ok. après, tu parles de choix et c'est exactement le terme. C'est-à-dire que on a le choix entre une euthanasie ou une mort naturelle. La mort naturelle, elle peut se dérouler soit à la maison, soit en clinique vétérinaire. D'accord? Lorsqu'elle se passe à la maison, en général, enfin, ce que moi je conseille, c'est quand même d'accompagner l'animal avec, pour le soulager un maximum, avec des médicaments notamment, le plus possible jusqu'à la mort. Sauf qu'à un moment donné, l'animal ne pourra rien avaler, ne pourra rien prendre. Donc, si on veut le soulager, c'est sous forme d'injection. Donc, tout seul, des personnes tout seules chez elles ne pourront pas le faire, ou alors faut qu'il y ait un vétérinaire qui vienne. En clinique vétérinaire, c'est possible parce que on pose un cathéter, l'animal est sous perfusion éventuellement et on peut lui injecter des produits pour soulager la douleur, l'euphorie, enfin bref, tout ce qui peut survenir avant la mort. Et donc le décès peut avoir lieu en clinique. Donc en fait, on a le choix. On a trois choix en fait. Trois. Maintenant, c'est à chacun de choisir en fonction de ce qui correspond à ses convictions, à ses croyances, à sa vision de la vie, de la mort. Quelles sont les options en fait qu'on a après, une euthanasie ou une mort naturelle? Qu'est-ce qu'on fait avec l'animal? Qu'est-ce qui s'offre à nous quand ça s'est finalement, passé et que notre animal est décédé? Alors, on peut opter pour une crémation, donc c'est ce qui se fait le plus couramment. Euh, une crémation dans un crématorium animalier, donc il y en a plusieurs en France. Il existe deux types de crémation, la crémation collective et la crémation individuelle.
Donc la collective, ça veut dire que l'animal, il est crématisé en même temps que d'autres animaux. On ne récupère pas les cendres, donc. La crémation individuelle, ça veut dire que l'animal est crématisé seul. Et dans ce cas-là, on peut récupérer les cendres. Voilà. Pas mal de crématoriums proposent aussi des crémations dites privées. Ça veut dire que les propriétaires peuvent y assister, être présents au moment de la crémation pour faire un dernier recueil auprès de l'animal, être présent pendant que la crémation a lieu. Ça ne veut pas dire la voir, mais être dans l'endroit, au crématorium, et ainsi pouvoir récupérer les cendres tout de suite après. Voilà, donc ça c'est les options de crémation. Ensuite, l'autre possibilité, c'est l'inhumation, donc d'enterrer son animal dans un cimetière animalier. Donc il en existe quelques-uns en France aussi. Et puis après, ce qui est un peu flou en termes de loi, c'est la crémation, l'enterrement dans un jardin privatif qui est en voie de... Voilà, les textes de loi sont très flous, mais ça va être interdit incessamment sous peu, en fait. Là, on dit que c'est interdit, mais les textes de loi ne sont pas encore très clairs. Voilà. Mais en tout cas, les personnes qui souhaitent le faire, jusqu'à présent où c'était autorisé, il y a quand même des conditions pour enterrer un animal dans un jardin privatif. On les cherche où, toutes ces infos sur les centres de crémation, inhumation? Est-ce que tu as peut-être des choses à recommander? Parce que tu vois, si malheureusement ça m'arrive demain, bon bah forcément je vais chercher sur internet, mais il y en a beaucoup en France où on doit faire 4 heures de route pour... Non, il n'y en a pas beaucoup en France. Et c'est super ce que tu dis, parce que tu dis, si ça m'arrive demain, il faudrait que je cherche dans l'urgence. Eh bien, c'est tout l'intérêt de ne pas attendre et de se dire que c'est un sujet qu'on doit aborder bien en amont. C'est-à-dire que là, dès maintenant, même si vous avez un animal en bonne santé, qui va bien, une mort brutale peut arriver malheureusement. Et donc, autant se renseigner en amont des possibilités et justement des cimetières, des crématoriums, etc., etc. Donc après, pour répondre à ta question, il n'y a pas vraiment un endroit où tout est centralisé, c'est-à-dire tous les crématoriums et tous les cimetières animaliers. Donc ce qu'il faut, c'est en fonction de la région où on se trouve, taper sur la barre Google crématorium animalier ou cimetière animalier en tapant la région ou le département, et puis là vous trouverez directement les contacts et voir voir en fait les conditions de chaque cimetière et du crématorium. C'est des prestations qui coûtent cher ou pas? Alors, je pense que ça dépend des cimetières animaliers, mais dans un cimetière en Île-de-France, à Asnières, le tarif, en fait, il fallait donc payer le cercueil, et puis après, il faut payer la cérémonie si on en veut une, et puis après, il faut payer la concession. C'est un peu comme en humaine, en fait. Donc, c'était quand j'avais demandé les tarifs il y a à peu près 3 ans, il fallait compter au moins au début aux alentours de 1 000 euros à peu près, au minimum. Voilà. Ok. Ensuite, concernant la crémation, je vais donner un tarif approximatif, mais pour une crémation individuelle, il faut à peu près compter dans les 300 euros, quelque chose comme ça. Et collective, moins 100, 150. Voilà, ça dépend des crématoriums, ça dépend du service, de la prestation. Là, si du coup, je remets un peu avec tout ce que tu expliquais tout à l'heure. En fait, en soi, dès le décès de l'animal, il y aura un prix. Enfin, ça va avoir un prix, son décès aussi. On va devoir, même si on choisit de le laisser chez le vétérinaire pour qu'il soit du coup en collectif, dans tous les cas, c'est une prestation qui se paie. Oui, 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 oui. C'est tout à fait. Et donc, à mon sens, et c'est ce que je conseille, il faut prévoir un budget fin de vie. Parce qu'en fait, d'ailleurs, je dirais même qu'un animal coûte plus cher à la fin de sa vie qu'au début de sa vie.
s'il faut compter la maladie quand il y en a, les nombreux examens pour arriver à un diagnostic, après les traitements, les situations d'urgence parce qu'il y en a quand même, il y en a quand il y a une maladie, voilà, et puis après la fin, l'euthanasie et ensuite la crémation, enfin le choix funéraire après. Donc ouais, c'est un budget et mieux vaut le prévoir. Si on en parle avant, quand l'animal est jeune, Oui. eh ben c'est quelque chose qu'on peut prévoir. Moi, Ok. j'avais une personne que j'ai accompagnée qui, c'était incroyable. Elle avait 2 chats. Pour ces 2 chats, à partir du moment où elle les a adoptés jeunes, elle mettait de l'argent de côté dans un compte en banque pour la fin de vie. Donc, quand elle m'a appelée, c'était pas un problème pour elle, l'argent finalement. Elle s'est dit, mais moi j'ai fait pour ça et je l'ai fait exprès pour que ça se déroule comme je le souhaite et que l'argent, que je ne fasse pas le choix en fonction du prix, mais plutôt en fonction de ce que j'ai profondément envie. Et c'est un super conseil que tu donnes. Et aussi, c'est quelque chose à avoir en tête quand on adopte. On Oui, adopte sans forcément penser à toutes les étapes de son animal, mais c'est aussi quelque chose à prendre en compte quand on est sur un choix d'adoption. Et c'est bien de le souligner que voilà, chaque étape de sa vie va coûter de l'argent et la fin de vie peut coûter aussi plus cher. Alors, il y a ce choix donc d'euthanasie dont on a parlé. On a généralement et très fortement lié la culpabilité d'avoir décidé de faire ce choix, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un choix qui revient aux parents de l'animal, qui peut refuser. S'il l'accepte, ça a été aussi son choix. Comment on peut un peu parler de ce sujet de la culpabilité qu'on a, je pense, tous eu si on a dû faire ce choix une fois dans notre vie. alors, ce qui est important, c'est que c'est pas le choix de la famille, du propriétaire, c'est un choix qui se prend conjointement avec le vétérinaire. Donc du coup, la responsabilité ne revient pas que à la personne. Ouais, sinon, c'est quand même très lourd à porter. Hein. Moi, par exemple, voilà, c'est plutôt nous avons décidé ensemble que à tel moment, on va procéder à l'euthanasie parce que c'est le meilleur choix pour l'animal, etc., etc. Donc selon sa pathologie, selon comment il est, etc. Donc ensuite, donc si on parle en amont d'une euthanasie, bah déjà pour moi un accompagnement, bah, voilà forcément, hein, c'est ce que je propose. Donc c'est essentiel parce que tout seul prendre la décision de se dire que ça va être ce moment-là et pas un autre, mais c'est super compliqué. Comment on fait? Mmh. C'est là où on culpabilise. En fait, c'est là où les personnes disent, c'est vraiment ce qu'elles me disent, hein, j'ai l'impression de tuer mon animal. C'est une phrase que j'entends, mais je l'entends plein de fois cette phrase. J'ai l'impression de tuer mon animal. Non, ce n'est pas vous qui tuez votre animal, ce n'est pas sûrement pas moi non plus. C'est la maladie qui tue l'animal. Nous, ce qu'on va faire, c'est éviter que votre animal souffre davantage ou souffre tout court. Voilà. C'est de rendre la mort qui est inévitable, qui est imminente, plus ou moins imminente, c'est de la rendre douce. Mais cette mort, elle va survenir. Et c'est pas de notre faute, en fait, ni de la vôtre, ni de la mienne. Donc, voilà, ça c'est des petites phrases, tu vois, qui aident, qui sont aidantes, qui font du bien. Donc voilà. Donc déjà de faire ce choix avec le vétérinaire, de bien comprendre pourquoi on fait ce choix-là, de ne pas se sentir obligé. C'était ce que je disais précédemment. On n'est jamais obligé. Moi, les personnes qui me disent bon bah faut faire, elles m'appellent, faut faire une euthanasie. Bon, je suis pas prête, mais il faut le faire. Là, je leur dis non, non, je la ferai pas. Non, là, vous n'êtes pas prête, on la fera pas. C'est pas possible. Je ne fais que des euthanasies lorsque les gens sont en paix avec cette décision. Voilà, et c'est possible. On va me dire, mais ça n'arrive pas, mais si, ça arrive, bien sûr, bien sûr. Donc l'accompagnement en amont est super important. Ensuite, pour les personnes qui ont déjà fait procéder à l'euthanasie, donc qui n'ont pas eu cet accompagnement et qui sont dans la culpabilité de l'avoir fait, ça se travaille. Ça se travaille auprès soit de votre vétérinaire,
qui a procédé à l'euthanasie pour en rediscuter. N'hésitez pas à retourner le voir pour discuter de la maladie, de la mort, de comment ça s'est passé, etc. Ça se dit, donc moi c'est aussi ce que je fais, des accompagnements après le décès pour déculpabiliser notamment, soutenir et être dans l'écoute. Et sinon, c'est aussi des choses qu'on peut travailler avec des accompagnants du deuil animalier. Mais ça se travaille. Ok. Voilà, qu'il ne faut pas rester avec cette culpabilité. Très, très important de se faire accompagner en amont, alors, et de pas attendre le dernier moment dans la panique, dans la peur, dans le stress pour faire appel à un accompagnant en fin de vie et en deuil. J'espère que vous qui nous écoutez, prenez bien en considération ce petit conseil parce que je pense qu'il va beaucoup servir et moi la première. Parce que c'est aussi un sujet que je voulais beaucoup aborder sur le podcast. Et en le creusant aussi un peu plus, je me suis rendu compte que j'en connaissais pas la moitié. Donc c'est super. Merci, merci en tout cas pour ces conseils. Et sur ce chemin pardon, du deuil, qu'est-ce qui est normal de ressentir? Parce que voilà, dès le jour 1 et après sur les semaines qui suivent, etc., déjà c'est très dur parce que on comprend pas tous ce que c'est de ressentir cette profonde douleur intérieure quand on n'a pas eu un animal. Alors on peut pas forcément, enfin, je trouve qu'on peut pas comparer ça avec une perte humaine parce que le lien qu'on a avec son animal, il est, enfin, comme je le disais au tout début du podcast, c'est indescriptible en fait. On tisse un lien qu'on n'a jamais vécu, surtout quand c'est le premier animal et chaque relation est différente. Mais en fait, on va avoir des phases, je pense, c'est des choses que j'ai déjà vécues, qui sont plus ou moins difficiles. Et qu'est-ce qui est normal finalement de ressentir? Et quand est-ce qu'on doit s'inquiéter que on a peut-être besoin d'aide? J'ai presque envie de dire que tout est normal, Ok. que toutes les émotions qui nous traversent à ce moment-là sont légitimes. Donc qu'on soit dans une profonde tristesse, dans une détresse totale, dans une sidération, dans le choc, en train de pleurer, de ne pas pleurer. En fait, voilà, chacun vit, traverse ce moment de manière unique. Chaque deuil est unique. Il n'y a pas de loi universelle. Il n'y a pas de durée universelle. Donc, donc voilà, tout est possible. Maintenant, à mon sens, il faut du soutien. Vivre, traverser un deuil seul tout le temps, parce que des fois on a aussi on peut avoir, pas tout le monde, mais on peut avoir besoin d'être seul, voilà, de se reconnecter à soi, mais il faut du soutien. Il faut du soutien pour traverser ça, c'est tellement douloureux. Il faut du soutien. Donc ce soutien, on peut l'avoir de la part de proches bienveillants, et puis de professionnels qui sont là pour ça. Oui, il faut aller, faut creuser aussi parce que c'est aussi quelque chose qui émerge un petit peu partout en France à petite échelle pour l'instant et se faire accompagner par les bonnes personnes. D'ailleurs, comment tu alors, c'est un peu compliqué, mais comment, quels conseils tu donnerais plutôt pour tomber sur les bonnes personnes? Parce qu'aujourd'hui, je pense que moi, comme tout bête parent, en fait, on ne sait pas où chercher ces personnes-là. Et puis, et comment on sait que ces personnes sont des bonnes personnes, qu'on va bien être accompagné, qu'on va pas se faire non plus, entre guillemets «arnaquer» parce que, on va bah, voilà, je pense que ce sujet, tu le maîtrises bien, avec toutes tes connaissances et toutes les personnes que tu as pu rencontrer depuis que tu as créé Vet Eden. Tu as peut-être des petits conseils là-dessus pour tomber et trouver plutôt les bonnes personnes? En premier, il faut que ce soit une personne qualifiée et donc qui ait suivi une formation d'accompagnement, d'aide au deuil. Voilà, ça c'est primordial. Une personne lambda ne peut pas s'improviser accompagnante. Il y a quand même des choses. Donc moi, c'est une formation que j'ai suivie par exemple. Donc je suis aussi OK. accompagnante de deuil. Il y a quand même des choses à savoir, à ne pas dire, à dire. Ouais, c'est normal. C'est quelque chose qui est structuré. On n'accompagne pas quelqu'un dans le deuil comme ça. Hop, on est là. Voilà. Donc déjà d'une part, quelqu'un qui soit formé. Ensuite, je dirais qu'il faut, comme c'est un métier qui est hyper humain, que là, ce qui va se passer entre
l'accompagnant et l'aidant, c'est clairement une relation humaine, authentique, hyper profonde, voilà, quelque chose de douloureux, il faut que ça matche en fait, qu'il y ait le feeling, que l'autre en face, enfin, l'accompagnant qu'on aurait choisi, qu'on aime sa manière de s'exprimer, que ça nous parle, tout ce qu'elle nous dit, que ça touche notre cœur, enfin quelque chose qui est un peu indescriptible en fait, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui passe entre la personne en face de nous. Et ensuite, je dirais que on traverse un deuil qui, le deuil, ça peut être plus ou moins long, donc il n'y a pas de durée universelle. Et en fait, le deuil, c'est clairement une transformation. Hein. C'est pas, on commence pas à un point A et on va à un point B. On est transformé quand on traverse un deuil. On était une certaine personne et puis petit à petit, on devient une autre personne, en fait. Donc, quelqu'un qui vous dit, oh bah, avec moi, ça ira mieux tout de suite, ou je vais vous aider, et puis en 3 mois, ça va aller, ou bon, bah là, vous pouvez vous dire que non, non, c'est pas possible. De toute façon, c'est un chemin à suivre et c'est sur toute une vie, quoi. Ah oui, ça peut être sur toute une vie, absolument. Alors, quand on a perdu son compagnon, on peut avoir ou non l'idée de réadopter, euh, plus ou moins rapidement. Alors, est-ce que tu aurais peut-être des choses à dire là-dessus sur une adoption après une perte et sur quoi il faut faire attention avant de prendre cette décision de cette adoption? Alors ça aussi, c'est assez, ce choix-là revient à chaque personne. Il n'y a pas un conseil pareil universel à donner. Donc il y a des personnes qui, par exemple, ont toujours vécu avec des animaux et plein d'animaux. Tu sais, qui ont voilà, 2 chats, un chien, et puis ça, c'est comme ça toute leur vie. Donc à partir du moment où il y a un de leurs compagnons qui décède, c'est tellement impossible d'être sans animaux. En fait, c'est comme ça, c'est ancré en eux. Ils ont besoin d'avoir toujours un chat, un chien ou même plusieurs. Donc ces personnes-là peuvent reprendre rapidement un animal en fait. Et ça peut très bien se passer en fait. Tant que ça se passe bien, c'est ok. D'autres personnes, au contraire, si je prends l'extrême, enfin, alors ça c'est ce que j'entends souvent, j'en reprendrai plus. Hein. Ça c'est fini. C'est tellement douloureux, c'est super dur. Moi j'en veux plus. J'ai tout donné là, donc c'est plus possible. Donc quand on me dit ça, c'est en général au moment de la mort ou peu de temps après. Donc là, on est encore dans l'émotion qui est explosive. Donc ça s'entend. Et bien sûr que voilà, des personnes à ce moment-là, elles s'imaginent même pas revivre ce qu'elles sont en train de vivre là une deuxième fois, tellement c'est horrible. Mais je sais moi que ça va s'estomper et que possiblement après, elles vont changer d'avis. Enfin, en tout cas, leur avis va évoluer. Voilà. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est, ça va paraître un petit peu perché ce que je vais dire, mais se connecter à soi et se dire, bon, si je veux un autre animal, pourquoi? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux combler le vide de mon chien qui est décédé? Ou est-ce que je veux réellement recommencer une nouvelle relation avec un autre animal? Et là, pour moi, c'est vraiment différent. Si on veut combler un vide, c'est là où ça peut être dangereux. Alors ça peut marcher, hein. Ça peut marcher. Il y en a qui le font. C'est tellement douloureux qu'elles ont envie de hop, reprendre. Et puis ça se passe bien, la relation se passe bien et c'est aidant. Mais là où Ok. c'est dangereux, c'est que vous allez réadopter un nouvel animal, Mhm. donc avec des besoins différents, Mhm. avec voilà comprendre les besoins, y répondre. L'animal peut être complètement différent en fait. Mhm. Et là, Ouais. comme on est déjà dans un immense chagrin, on n'aura peut-être pas la force ni les ressources de se consacrer à une nouvelle relation pour répondre à des nouveaux besoins, pour s'adapter à un nouvel animal, et puis peut-être que ça peut mal se passer aussi. Voilà, c'est là où c'est dangereux. Ou alors, par exemple, quand on a eu un chat pendant 15 ans qui dormait avec nous tous les jours. Voilà, toutes les nuits, il est dans notre lit et ça fait partie de notre relation fusionnelle. Et puis c'est les moments qu'on adore et voilà. Ce chat décède, on en prend un autre. Et lui, il aimera pas du tout dormir dans le lit, mais pas du tout. Donc si on le prend très rapidement,
peut-être que inconsciemment, c'est quelque chose qu'on voudra retrouver, un peu de l'autre animal qui est décédé. Et que si le nouveau chat ne vient pas dans le lit, ça peut être un peu perturbant ou un peu décevant. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Hein. Mais à mon sens, voilà, se poser les bonnes questions. Pourquoi je veux reprendre un animal? Si c'est pour combler un vide, attention. Si c'est parce que je veux tisser une nouvelle relation, bah c'est ok. Voilà. Et ce moment-là, il arrivera dans le deuil, sur le chemin du deuil, à différents moments. Voilà. Et alors, il y a des personnes aussi qui se disent, bah moi, je fais confiance à la vie. Euh, je sais qu'il y aura un chat, un chien qui va débouler dans ma vie en fait, et ça sera le bon moment. Et franchement, ça arrive quoi. C'est assez incroyable. C'est-à-dire que les gens sont pas du tout, ne font rien pour adopter un nouvel animal, et puis elles sortent dans leur jardin, et puis là il y a un petit chaton quoi. Et elles se disent bah il vient d'où ce chaton? Puis là on n'y croit pas, mais est-ce que c'est l'ancien animal qui l'a mis sur le chemin? Probablement. Et ça, c'est déjà arrivé? Ça t'est déjà Ah oui, oui, arrivé oui. en Ah histoire? oui, oui, Ok. oui. Incroyable. Ça, c'est une vraie histoire. Hein. Il y en a d'autres comme ça. Elles sortent de l'immeuble et puis il y a un chat qui est là et qui miaule. Elles vont chez le veto. Il n'est pas identifié. Bah, tu peux le prendre comme un signe, hein, tu vois. Les signes de la mort, ça Ouais, ouais. aussi, c'est quelque chose, on peut en parler, hein, du défunt, tout ça. Mais oui, oui, j'en ai plusieurs des exemples comme ça. C'est incroyable. C'est fou. Mm. Alors là, tu viens de parler du vétérinaire, donc que la personne, par exemple, est allée voir chez le vétérinaire s'il était identifié. Je rappelle que c'est obligatoire de faire identifier son animal. On ne le fait pas tous, mais justement, ça permet aussi de savoir que votre animal fait bien partie de votre foyer. Et quand il décède, il faut aussi le dire. Enfin, c'est sur le site de l'ICAD, c'est ça, hein? Voilà, faut le signaler, oui. Alors c'est le vétérinaire ou l'équipe vétérinaire qui le fait D'accord. lorsqu'on est au courant, soit parce que bah, l'animal a été euthanasié ou parce que le corps de l'animal est ramené à la clinique. Et sinon, les personnes peuvent le faire elles-mêmes sur le site ICAD aussi. Fallait faire, je pense, cette petite piqûre de rappel parce que c'est vrai que quand ça nous arrive, on ne sait pas tous les process qu'il faut faire. Peut-être que toi, dans l'accompagnement, c'est quelque chose que, voilà, c'est des informations que tu donnes aussi. Quand on est tout seul et qu'on se fait pas accompagner, et peut-être que ça vous arrive aujourd'hui, faut y penser à signaler que votre animal est décédé sur le site de l'ICAD s'il est identifié. Alors, est-ce que tu aurais peut-être des conseils sur des gestes ou des rituels à faire quand on traverse cette épreuve du deuil, pardon? Et alors, on a survolé un petit peu l'étape, enfin, survolé. On allait en profondeur, mais il y a peut-être certaines choses qu'on n'a pas encore abordées sur l'euthanasie à la maison. Euh, J'aurais bien aimé qu'on parle un petit peu plus de cette euthanasie à la maison qui se prépare et qui peut être faite du coup avec de l'accompagnement en fin de vie de l'animal. Donc, c'est quelque chose que toi, tu fais avec Vet Eden. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous partager ton expérience et aussi expliquer en quoi c'est important et qu'est-ce que ça a apporté aux personnes que tu as accompagnées? Alors, donc effectivement, je propose des euthanasies à domicile. Donc moi, lorsque j'ai suivi l'animal en amont pour des soins palliatifs ou des soins gériatriques, c'est quelque chose qu'on prépare au fur et à mesure. Et donc, bah, au moment de l'euthanasie, voilà, ça se passe sereinement, en paix, et puis à l'image de la famille. Pour les personnes pour lesquelles j'ai pas accompagné les animaux pour des soins en amont et qui m'appellent vraiment pour la fin de vie, en fait, pour l'euthanasie, à ce moment-là, je propose un accompagnement en amont. Donc, c'est une séance d'accompagnement pour bien comprendre la situation, pour bien comprendre les attentes des personnes, comprendre l'ambiance familiale, qui sera là, est-ce qu'il y aura d'autres personnes, des animaux, des enfants, euh, voilà, et puis ainsi de préparer ce moment-là comme les personnes le souhaitent. Donc, on peut faire des cérémonies, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait 4 cérémonies, oui, 4 ou 5 cérémonies chamaniques, par exemple. Oui, 5. Ok. C'était
absolument incroyable. Mais sinon, voilà, j'ai eu plein de choses, plein de propositions, des albums photos qui sont diffusés, écrire des lettres, faire des dessins, faire un discours. Bref, en fait, tout est possible. Moi, je permets tout pour que le passage de la vie à la mort se fasse vraiment à l'image des personnes, en respectant leurs valeurs, leurs croyances, leurs convictions, voilà. Et tout est possible dans le respect de chacun. Voilà. Alors ensuite, lorsqu'on a préparé ça, donc je me présente au domicile au moment venu, et là, moi, comment je fonctionne, c'est que je prends vraiment le temps de poser les choses, d'accompagner les personnes, d'y aller en douceur. C'est un moment qui est super dur, en fait. Même si on est accompagné, c'est super dur, hein, d'accord. Je dis pas qu'on enlève le chagrin, et d'accord, on allège le chagrin, mais il est toujours présent. Et, et donc, voilà, on met en place ce que les gens veulent mettre en place, s'ils ont envie de mettre en place. Mais l'important surtout, c'est que l'animal, que ce soit le chien ou le chat, il est chez lui. Il n'y a aucun Mmh. stress. Aucun Mmh. stress. Moi, j'arrive. En plus, moi, j'arrive en civil. Hein, j'ai pas de blouse, j'ai pas de. Je suis une invitée, en fait. C'est ce que je dis aux gens. Moi, je suis une invitée. Donc, l'animal m'accueille pas d'ailleurs. Voilà, mais et puis je m'installe, on discute avec tout le monde. Donc, en fait, il sait même pas qui je suis, quoi. Il sait même pas qui je suis. Je manipule pas les animaux. Et voilà, l'idée c'est de faire tout ça sans stress, en douceur. Et en fait, bah, ça marche tout simplement. L'animal, lui, il s'endort et il voit rien. Donc d'une part pour l'animal qui dans son lieu de réconfort, le meilleur lieu qui soit sur terre, c'est chez lui en fait. Donc je Mmh. peux faire aussi dans le jardin pour des chats, des chiens qui aiment bien être dans le jardin, et quand le temps le permet, ça aussi ça m'arrive régulièrement. Ça m'arrive aussi D'accord. en extérieur, dans le bois, dans des bois. On se donne rendez-vous là où l'animal, surtout pour les chiens évidemment, là où l'animal aimait être, donc on se donne rendez-vous à l'extérieur, ça aussi je le fais. Mais voilà, OK. un lieu réconfortant avec les images et les odeurs qu'il connaît. Et pour les personnes, c'est pareil, elles n'ont pas à se déplacer. Elles sont pareilles dans un lieu réconfortant, elles sont chez elles, donc elles font ce qu'elles veulent, elles sont libres d'exprimer leurs émotions comme elles le souhaitent, elles sont libres de partir un moment, de revenir, d'aller boire, d'aller aux toilettes, enfin bref, il se passe plein de choses, hein, pendant ces moments-là, voilà. Et, euh, et, et en fait, bah, les gens se sentent ils sont dans un milieu, ils sont dans l'intimité, dans un milieu réconfortant, Mmh. avec une personne en face d'eux, donc en l'occurrence moi, qui les respecte à 100%. Voilà. Et donc tout se passe, c'est le terme que j'utilise beaucoup et que je dois souvent dire, en douceur et de manière paisible, sereine, parce que c'est réellement ce qui se passe. C'est peut-être Mmh. difficile pour les gens qui ne l'ont pas vécu, difficile à concevoir, mais c'est vraiment ce qui se passe. Je rajouterai aussi que pour les animaux stressés, notamment donc les chiens, les chats les chats par exemple qui ne veulent pas rentrer dans la cage de transport, les chiens qui sont super stressés, pour les personnes, pour les familles, c'est extrêmement important que à ce dernier moment-là de vie, qu'il n'y ait pas ce stress. Les gens me disent, j'ai surtout pas envie d'entendre mon chat miauler dans sa cage ou me battre avec lui pour le mettre dans sa cage. Pourquoi? Pour aller chez le véto? Pourquoi? Pour revenir avec la cage vide. Les gens me disent ça, mais bien sûr que je comprends ça. C'est terrible, c'est terrible. Mmh. Ou le chien qui a ce regard de détresse parce qu'il monte dans la voiture alors qu'il n'a pas envie, qu'il arrive chez le véto à reculons parce qu'il n'a pas envie. Pourquoi? Mmh. Pour repartir sans lui. C'est ça qui est terrible. Et c'est exactement pour ça que j'ai choisi le domicile, pour éviter ça. C'est génial et ça enlève aussi cette image, cette mauvaise image de la fin de vie, de la mort qu'on a. J'ai vécu plusieurs euthanasies chez le vétérinaire et c'est exactement ce que tu viens de décrire. Et j'en ai vécu une récemment à la maison. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Donc, c'est vrai qu'en fait, je pense que ça change beaucoup, beaucoup de choses sur déjà le chemin du deuil et sur ça choque quand même quand on revient après sans l'animal, la caisse vide, quand on vient de passer 10 minutes, un quart d'heure chez le vétérinaire et que ça y est, c'est terminé. On n'y était pas forcément préparé ou alors bon, on s'était dit ce sera demain, on est le lendemain et ça y est, c'est arrivé. On rentre à la maison
bah, il se passe plus rien en fait. Le temps il s'arrêtait et bah voilà, c'est terminé. On rentre à la maison sans notre compagnon. Donc ouais, cet accompagnement, sachant que c'est ce que tu fais aussi toi. Tu restes après l'euthanasie. Tu attends aussi que chacun prenne le temps dont il a besoin. Et tu accompagnes aussi sur l'après-euthanasie. Oui, alors effectivement, je laisse un temps de recueil, le temps qu'il faut. Euh, pour que s'il y a plusieurs membres de la famille, chaque membre puisse dire un dernier adieu, toucher une dernière fois son animal. Voilà, c'est un moment qui est important et puis je pars en fait avec l'animal quand tout le monde est prêt en fait. Et à un moment donné, ça arrive vraiment. Hein. Quand on est comme ça, vraiment dans l'écoute des autres, de soi, il y a un moment donné où c'est ok, on accepte que l'animal parte. Parce que des fois, il y a des gens qui vont me dire, mais je vais jamais vous laisser partir. C'est quelque chose qu'on me dit souvent. Ah non, mais si vous me laissez, je vais jamais vous laisser partir. Si, vous me laisserez partir. Vous verrez. Voilà. Ok. Après, oui, j'accompagne après. Donc moi, par exemple, je reste disponible. C'est-à-dire que, voilà, on a fait l'euthanasie ensemble, mais je suis là. Ok, je suis là par téléphone, par message, par mail. Vous avez besoin, vous m'envoyez des messages. Vous n'êtes pas bien, vous m'appelez. Je suis disponible pour vous. Ensuite, je les suis, c'est-à-dire que je vois moi je fais au moins 95% de crémation individuelle, donc il y a un suivi des urnes. Donc je Ok. m'atteste, je vérifie bien qu'ils ont récupéré l'urne, que ça s'est bien passé, comment ils se sentent, voilà. Et pour les personnes qui en ont besoin, je fais donc des entretiens de conseils et d'écoute après le décès. Voilà, si les personnes ont besoin de débriefer, par exemple, sur ce qui s'est passé, entre guillemets, débriefer, si elles ont besoin de parler juste, voilà. Et puis comme c'est moi on a vécu ce moment-là ensemble, ben c'est vrai que c'est approprié que ce soit aussi avec moi. Et c'est pareil si c'est chez un vétérinaire, ce débrief d'euthanasie chez le vétérinaire, pour moi, c'est hyper approprié en fait. C'est vraiment Ok. approprié. Les personnes qui n'ont pas fait appel à tes services pour l'euthanasie, elles peuvent quand même te contacter sur cet accompagnement après? Oui, 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 bien sûr, Oui? bien Ok. sûr. J'ai plusieurs, enfin, ça arrive très régulièrement que les personnes me contactent en me disant qu'elles ont besoin de parler. Et puis, ouais, ouais, je permets effectivement des accompagnements comme ça par Ok. visioconférence. Et souvent, justement, c'est pour reparler soit de la maladie, de la prise en charge, de l'euthanasie, comment ça s'est passé, de la prise de décision, justement, de la culpabilité. Tu vois, voilà, donc Mm. on discute ensemble de tout ça. Et puis après, s'il y a besoin, si j'estime qu'il y a besoin d'un accompagnement plus approfondi ou plus dans la durée, à ce moment-là, je réfère à des accompagnants au deuil animalier. Parce que moi, voilà, je suis là au début, mais par la suite, je fais pas beaucoup plus loin en fait. Oui, tu peux pas non plus te permettre de tout faire, c'est déjà Bah beaucoup. non, j'ai Mm. accompagné plus de 300 familles. Là, avant l'été, j'étais à plus de 300 familles. Si je gardais toujours les personnes après, longtemps après, bah, je ferais que ça. Enfin, je pourrais ne faire que ça. Donc voilà, je le permets au début du deuil. Et puis à un moment donné, si je vois qu'il y a vraiment un besoin d'aller plus loin, à ce moment-là, je réfère. Petite question, qu'est-ce qui se passe avec le corps de l'animal une fois qu'on a procédé à l'euthanasie, avec, un accompagnement en fin de vie comme toi? Est-ce que c'est toutes les différentes possibilités, que tu as parlé dont tu as parlé tout à l'heure qui sont possibles? Ou alors, ou pas? Oui, tout est possible, bien Oui? sûr. Je OK. fais exactement ce que j'ai dit. Ouais, ouais, ouais. Je prends OK. en charge le corps en fait. Est-ce que tu aurais un petit message, d'espoir à transmettre à tous ces propriétaires, qui sont en deuil actuellement, qui traversent cette étape, difficile? Alors là, j'ai tout de suite envie de dire, vous n'êtes pas seul. On a l'impression dans ces moments-là qu'on est les seuls à vivre ça. Parce que les gens nous regardent avec des gros yeux, parce que on sent qu'on est jugé lorsqu'on dit qu'on on a une immense tristesse parce que son animal est décédé. Et en fait, il y a plein de personnes qui vivent la même chose que vous au même moment. Plein, plein, plein. C'est juste que comme il y a ce tabou de la mort, ce tabou du deuil tout court, hein, et du deuil animalier encore plus, les gens Mmh. n'en parlent pas. Donc tout le monde vit son deuil,
de son côté, chez soi, pleure chez soi, tout seul un peu. Et puis voilà, et quand on est avec tout le monde, on fait semblant que tout va bien. Mais en fait, il y en a plein, plein, plein qui vivent exactement la même chose que vous. Donc voilà, donc vous n'êtes pas seul. Ensuite, c'est difficile, c'est évidemment très difficile, mais un jour ça ira mieux, forcément. Quand on est dans l'instant, on a l'impression que ça n'arrivera jamais, mais un jour, oui, petit à petit, le chemin du deuil va faire, on avance sur le chemin du deuil pour aller de mieux en mieux et pour que petit à petit, tous les souvenirs de son animal, c'est pas lié à la mort ou à la fin de vie qu'on va garder, c'est pas ça qu'on va garder. Ce qu'on va garder, c'est les moments heureux, la vie qu'on a passée avec son animal, ce qu'on lui a apporté, ce qu'il nous a apporté, parce qu'il nous a transformés. Hein. Quand on a un Mmh. animal et qu'on a un lien super fort, il nous transforme, on ne devient plus la même personne. Donc c'est ça qui va rester. Voilà, mais ça prendra plus ou moins de temps. Et encore une fois, être accompagné. Est-ce que, alors c'est une petite question que j'ai l'habitude de poser aussi, quelle personne tu aimerais entendre derrière le micro du podcast? Alors, moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'interviewer un vétérinaire à domicile. Parce que je crois que c'est un métier qui est pas tant connu que ça. OK. Alors qu'en fait, il y a plein de vétos qui exercent leur métier avec passion à domicile. Donc là, c'est pas que de la fin de vie, hein, mais qui sont vétérinaires généralistes à domicile et qui peuvent vraiment apporter du bien-être à l'animal, tous les soins, enfin, quasiment tous les soins possibles à l'animal. Et donc, là, je pense tout de suite à Christophe Ledreff, qui est le fondateur du service Docteur Milou, qui est un service de vétérinaire à Mmh. domicile implanté un peu partout dans les grandes villes en France. OK, super. Merci pour la recommandation et peut-être un petit coucou à Christophe qui nous écoute, peut-être? J'aimerais, avant de terminer ce podcast, qu'on parle de ton livre qui est paru en juin 2024 sur, l'accompagnement de fin de vie, de l'animal. Donc, son titre est «J'accompagne la fin de vie de mon animal». Qui a guidé en fait toute cette interview d'aujourd'hui. Un livre qui d'ailleurs a totalement changé ma vision de la fin de vie et vraiment que je recommande à 1000%. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu forcément, enfin dont on n'a pas pu parler aujourd'hui sur le podcast parce que le temps est réduit et il faut qu'on se concentre aussi sur des thématiques et des sujets. Par exemple, échanger avec son enfant, comment on parle du deuil à son enfant, de la mort à son enfant quand on vient de perdre son animal. Il y a plein, plein, plein de sujets que tu abordes dans ce livre. Donc déjà, je voulais te féliciter parce que un grand, grand bravo. Je pense que ça va aider des millions de gens et je vous recommande vraiment de lire ce livre. Donc, est-ce que tu peux en parler en quelques mots? Je sais que bon, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais peut-être parler un petit peu plus de ce livre. Merci déjà pour les compliments, ça me fait très plaisir. Alors, j'ai voulu écrire ce livre, tu sais pourquoi? Parce que depuis le début de ma création de Vet Eden, j'ai plein de personnes qui me contactent, qui m'ont contacté et qui n'étaient pas en Île-de-France, parce que moi je me déplace que en Île-de-France, pour pouvoir faire appel à mes services. Et donc, ils me demandaient justement des accompagnements à distance et des conseils, voilà. Et donc, à force, je me disais, mais en fait, il faut que j'écrive quelque chose pour justement. Mon objectif, c'était pour ces personnes-là, en fait. Et puis finalement, bien sûr que ça sert à tout le monde, même aux personnes que j'accompagne. Et voilà, pour expliquer, on a déjà parlé de certaines choses, enfin, on a survolé des choses, mais vraiment comprendre ce qu'est la fin de vie, comment, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, garder à l'esprit qu'on peut être acteur de cette fin de vie et ça, c'est vraiment important pour moi. On peut être acteur et pas victime. Voilà. L'idée, c'est qu'on ne doit pas la subir, cette fin de vie. Voilà. Mais de la rendre la plus douce et la plus paisible possible. Donc, comment faire, comprendre comment on évalue la qualité de vie. Et puis, discuter de la fin, des soins de fin de vie, donc de la toute fin, de la mort, de l'euthanasie, de la mort naturelle, du deuil. Enfin bref, j'expose beaucoup de choses. Je parle de la souffrance aussi, de la douleur, comment on l'évalue, ce que ça veut dire. Voilà, j'évoque
du début, enfin de la début d'accompagnement, donc voilà, animal âgé, malade, jusqu'au deuil. Donc je parle du deuil, des différentes étapes du deuil, des commémorations possibles, donc je vais assez loin aussi dans le livre. Et puis à l'intérieur, j'y ai inséré des témoignages. Voilà, je trouvais ça important, des témoignages, il doit y avoir Ouais, 6 ou 7, je sais plus, de très personnes émouvant qui ont... d'ailleurs, hein. Ouais, ouais, Ouais. bah ouais. De personnes qui ont traversé voilà, toute cette fin de vie, les Mmh. euthanasies et puis l'après, pour que les lecteurs puissent s'identifier. Je trouvais ça vraiment important. Voilà. Et puis après, je parle aussi de Veth Eden, un peu de moi aussi, de comment j'ai créé Mmh. ça. Voilà, donc il y a tous les détails dedans. Et des fausses croyances aussi, qui sont super Oui, intéressantes, oui, plein de fausses croyances qu'on a oui, sur la fin de vie, sur, notre animal, comment voir si, en fait, on pense qu'il est en super bonne santé alors qu'il y a des petits détails qui montrent qu'en fait, i non, mais, on les voit pas, il y a plein de choses que tu expliques dans ce livre et il est vraiment très, très riche et tu expliques la place de l'animal, comment elle a évolué et pourquoi aujourd'hui c'est aussi important de se faire accompagner sur la fin de vie. On n'avait pas l'habitude aussi on n'a pas l'habitude de faire appel à ce type de prestations. Ça commence et ça tend à changer. Et donc, tu lis aussi toute la place de l'animal aujourd'hui jusqu'à l'accompagnement sur la fin de vie et le après. Donc, vraiment un grand bravo parce que ce livre est top. merci beaucoup. Mais j'espère qu'il va aider un grand nombre de personnes parce que c'est vraiment, vraiment l'objectif. Eh bien, merci. Bon, j'ai retenu mes larmes à certains moments. Je suis aussi très émotive, avec beaucoup de compassion. Donc voilà. Merci infiniment, Yesenia, d'avoir dit oui pour venir sur Alloped Podcast. Et merci pour tout ton témoignage, tous tes témoignages et tes conseils qui sont indispensables et qui vont aider beaucoup de pets parents, j'en suis sûre. Merci d'avoir accepté de venir sur Alloped Podcast. Avec grand plaisir. Merci à toi, Romain. Je refais un petit rappel comme quoi le livre de Yesenia est disponible dans toutes les librairies et chez les revendeurs. Le livre s'appelle J'accompagne la fin de vie de mon animal. J'espère en tout cas que cet épisode aura pu vous guider et vous aider à mieux comprendre la fin de vie et l'accompagnement de la fin de vie de nos compagnons. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir pour continuer à être de super pets parents. Alors je vous dis à bientôt sur Allopet Podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, le partager et le noter sur ta plateforme préférée. Et ensemble, devenons de super pets parents.